Le chef de l'État s'est prononcé sur la victoire du oui au référendum lors du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Le gouvernement a adopté aussi à ce Conseil un décret déterminant un cadre stratégique de maîtrise de l'énergie en Côte d'Ivoire. La 9e édition du Discope Johannesburg a démarré. RTI Distribution a présenté de nouvelles séries télévisées made in en Côte d'Ivoire. Nous les découvrirons dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Ouattara s'est réjoui du taux de participation de 42,42% au référendum et 93,42% pour le oui. Il a exprimé sa joie lors du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Les questions liées à l'énergie étaient aussi sur la table. Il s'agit de la réduction des déperditions en matière de production, de transport, de distribution et de consommation d'énergie. Jérôme Kofi Aboulin était au palais présidentiel. Palais présidentiel, ce jeudi 3 novembre 2016. Le Conseil des ministres qui s'y est déroulé l'a été aux couleurs du scrutin référendaire qui vient de se tenir avec la victoire du oui pour l'adoption de la nouvelle constitution, celle de la Troisième République. À l'ouverture des travaux de ce Conseil, le président de la République, Alassane Ouattara, a salué cette victoire en félicitant les membres du gouvernement et tous ceux qui y ont contribué. Et je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour féliciter nos concitoyens parce que ce référendum était important. Il fallait tourner la page et le taux de participation de 42% est un bon taux pour un référendum. On se souvient que les présidentielles étaient à 53%. Les référendats tenus ailleurs dans d'autres pays, sur d'autres continents, ont fait moins de 40%. Donc, j'en profite pour féliciter tous les membres du gouvernement pour le travail important qui a été fait. J'associe à cela, bien sûr, les députés et tous les membres responsables des partis politiques, des militants du RHDP. Ces résultats, 42,42% de participation et 93,42% donc de oui, c'est vraiment un plébiscite. Vous avez fait du bon travail. Bravo à tous. Bravo. Amené à commenter le taux de participation à ce référendum, le porte-parole du gouvernement fait savoir que cela est dû à l'enjeu caractérisé par la situation de paix dans le pays. Pour ce faire, il ne s'agit pas, selon lui, d'une victoire de l'opposition. Quand vous avez une cinquantaine de pourcents à l'élection présidentielle, il faut vous attendre, pour une élection comme celle-là qui est tenue un an après, il faut vous attendre à un taux relativement bas. Et cela se fait comme ça dans tous les pays du monde, cela se constate de cette façon dans tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire n'est pas du tout un cas particulier. J'allais dire, il ne faut pas commettre l'erreur que font les opposants, qui pensent que tous ceux qui ne sont pas allés voter sont de leur côté. Ce référendum, un scrutin donc qui appelle un autre, celui ayant fait l'objet lors de ce Conseil des ministres d'un projet de décret relatif à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Élection fixée au 18 décembre 2016. En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, les collèges électoraux de la République de Côte d'Ivoire sont convoqués le dimanche 18 décembre 2016 en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le scrutin sera ouvert à 8 h, donc le dimanche 18 décembre 2016, et clos à 18 h. D'autres décrets, il y en a 7, qui seront rendus publics après le prochain Conseil des ministres, préciseront les modalités détaillées d'organisation du scrutin, c'est-à-dire les aspects relatifs à la campagne électorale, à la forme du bulletin, aux modalités d'accès aux médias, etc. Outre cette décision sur les prochaines législatives, plusieurs autres ont été prises à l'occasion de ce Conseil, notamment le projet de décret portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique et surtout celui instaurant désormais le permis à points. Le prochain Conseil des ministres aura lieu dans une semaine, précisément le mercredi 9 novembre 2016, sauf cas de force majeure. Le référendum du 30 octobre s'est déroulé dans la transparence selon les différentes missions d'observation du scrutin référendaire. Elle regrette cependant les incidents observés dans certains bureaux de vote. Le reportage de Michel Digri.
Après avoir supervisé la campagne référendaire puis le scrutin du 30 octobre dernier, les missions d'observation sous-régionales livrent leurs conclusions. Au cours de la campagne référendaire, notre mission, déjà présente depuis quelques jours sur le sol ivoirien, a noté que celle-ci s'est déroulée dans un climat politique très tendu dans certaines localités, mais toutefois aucun incident majeur n'est à déplorer. Les libertés d'expression individuelle et collective ont été respectées. Le scrutin s'est déroulé en général dans un climat apaisé, en dépit de quelques actes d'incivisme dans certaines localités du pays. Les quelques insuffisances constatées, retard dans le démarrage des opérations vandalisme, intimidation, dans quelques bureaux de vote n'impactent en rien la crédibilité et les résultats sortis des urnes. La mission d'observation de la société civile africaine partage cet avis, mais fait des recommandations. La mission déclare que ce scrutin est crédible, transparent et libre. Il a respecté les principes internationaux en matière d'organisation électorale. Recommandations au gouvernement. Poursuivre le dialogue politique avec toute la classe politique ivoirienne, en particulier celle de l'opposition, en vue de la décrispation du climat politique. À la CEI, renforcer les capacités des agents électoraux sur l'utilisation de la tablette en vue d'améliorer les procédures des prochaines échéances. Renforcer la communication entre la CEI, ses différents bureaux et ses agents sur le scrutin. Impliquer les organisations de la société civile dans les activités de sensibilisation des électeurs et l'éducation citoyenne sur une diffusion plus large des informations relatives au processus électoral. La ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques condamne les violences lors du référendum. Paulette Badjo s'est exprimée sur la question par un communiqué. Écoutons la ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Le dimanche 30 octobre 2016, les Ivoiriens ont été invités aux urnes pour approuver ou rejeter en toute liberté le projet de nouvelle constitution après une large consultation avec toutes les couches de la population ivoirienne. Malheureusement, il a été donné de constater qu'en lieu et place du jeu démocratique, des groupes de personnes, à l'appel de certains partis politiques, se sont livrés à des actes de violence attentatoires à la liberté des citoyens. En effet, ces actes condamnables qui se sont déroulés aussi bien dans certains quartiers d'Abidjan que dans des localités de l'intérieur du pays, ont consisté notamment en des saccages et vols d'urnes, des intimidations et harcèlements de toutes sortes à l'endroit des électeurs et des observateurs. Le gouvernement voudrait rappeler à tous que le droit de vote est un droit politique majeur, un droit fondamental que tout citoyen doit pouvoir exercer sans aucune entrave. C'est pourquoi le gouvernement se fait un devoir de prendre les dispositions pour que ce droit soit effectif sur toute l'étendue du territoire. Il ne peut tolérer ces actes de violence qui portent atteinte à la démocratie et aux droits de l'homme. Le gouvernement appelle toute la classe politique au dialogue et à la concertation dans le cadre permanent prévu à cet effet afin d'extirper définitivement la violence des élections et préserver la paix et la cohésion sociale. Après la CEI, c'est au tour du Conseil constitutionnel d'entrer en jeu. Les équipes chargées de faire le tri des procès-verbaux sont à la tâche. Après le tri, il appartient à cet organe de proclamer les résultats définitifs du référendum. Gabriel Zani nous montre dans ce reportage comment les choses se déroulent dans cette institution. Sous ces chapiteaux et même dans des bureaux de travail des équipes du Conseil constitutionnel, elle trie l'exemplaire des procès-verbaux venus des différents bureaux de vote. Nous sommes en train de trier les PV pour essayer de distinguer les PV litigieux des PV non litigieux. Par exemple, ici, il y a le nombre d'électeurs. Le nombre de votants, il n'y en a pas mis. Le nombre de bulletins, il n'y en a pas. Bulletin blanc, non, rien. Il n'a fait que reporter le oui et le non. Il y a des anomalies, donc on a mis à côté. Des procès-verbaux arrivés dans des sacs scellés que les équipes continuent d'ouvrir. Un travail de fourmi qui s'achèvera au plus tard dans 72 heures, dans le cas de grandes consultations comme le référendum. Pour plus de crédibilité, un conseiller constitutionnel supervise le travail des équipes. Le Conseil constitutionnel a pour mission de contrôler les opérations électorales et le conseiller est là pour s'assurer que les procès-verbaux sont examinés
Après l'étape du tri, vient la phase de l'examen des rapports établis par les équipes. Le Conseil constitutionnel se réunit alors pour réexaminer les procès-verbaux selon la loi dans le fond comme dans la forme. Ils vont examiner la véracité des observations qui sont faites dans les procès-verbaux, à base des pièces justificatives qui accompagnent bien entendu les procès-verbaux. Après cette étape, le Conseil ne peut toujours pas proclamer les résultats définitifs. Il faudra aux 7 membres du Conseil d'examiner l'impact de ces procès-verbaux sur les résultats d'ensemble, en regardant la loupe les PV déclarés irréguliers depuis le bureau de vote et ceux identifiés par l'équipe du Conseil constitutionnel comme étant litigieux. C'est après cette délibération que vient la décision. Quand ils vont délibérer, ils vont décider si effectivement ces irrégularités sont de nature à entacher ou ne sont pas de nature à entacher. Et ils vont rendre leur décision. Pour l'heure, aucune requête écrite de réclamation n'a été enregistrée par le Conseil. Dans cette attente, les équipes continuent de fouiner la moindre irrégularité et de permettre ainsi au président du Conseil constitutionnel de proclamer les résultats définitifs dans un délai d'1 semaine à compter de la date de la proclamation des résultats provisoires par la CEI. Le scrutin référendaire est achevé. Le prochain mois, ce seront les législatives, puis les municipales et les régionales. Des futures candidates à ces élections prennent part à une rencontre dénommée Coaching des femmes leaders pour préparer ces échéances électorales. ONU Femmes et leaders africaines, je disais, sont à l'origine de cette séance d'exercice qui a pour but de faire respecter le droit des femmes au sein des instances dirigeantes. Le reportage de Serge Coléa. Je viens me présenter aujourd'hui à vous pour vous dire que je suis candidate. Elles sont candidates aux élections à venir pour avoir le geste parfait et la parole qu'il faut pour conquérir le cœur des électeurs. Ces femmes sont en plein exercice sous le regard attentionné de leur coach. À travers le coaching, on a la possibilité d'emmener cette personne à être sensible à ses potentialités. À travers le coaching, une personne connaît ses forces et ses faiblesses et travaille sur les stratégies pour surmonter ses faiblesses et renforcer son potentiel. Parce que ce n'est pas toujours que les personnes ont conscience de leur potentiel, ce n'est pas toujours que les personnes savent se valoriser. Les coacher, les encadrer jusqu'à ce qu'elles soient élues. Mais au-delà, pour ONU Femmes et Lead africaine, il s'agit à travers un coaching des femmes leaders de faire valoir le droit des femmes. Avec ce potentiel qu'elles ont déjà, nous allons réveiller, nous pensons qu'elles pourraient effectivement faire la différence. C'est notre contribution pour que nous puissions arriver effectivement à la parité et que nous ayons des femmes, un peu plus de femmes, en tout cas dans les sphères de décision. Coaching des femmes leaders a débuté le 19 octobre dernier. Le programme va durer 45 jours. 45 jours de formation au terme desquels ces futures candidates apparaîtront comme de véritables femmes leaders. Un institut universitaire technologique sera construit dans la commune du Plateau. Il va s'étendre sur 350 mètres carrés et va coûter 290 millions de francs CFA. La pose de la première pierre de cet institut s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, Herman Guivet. Du noir, du blanc et du rouge, un nouvel institut affichera ses couleurs dans la commune de Yopougon, l'Institut universitaire technologique eudiste d'Afrique. Sa première pierre, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan l'a posée ce jeudi. Le père Maxime Kouassi, supérieur des périodistes d'Afrique, a remercié le gouvernement ivoirien pour son adhésion au projet. Léonidas Lopez Heran, recteur général de la corporation ministre de Dios, Uniminuto, a présenté le projet. Un projet qui va aider à développer les personnes, les communautés et les régions en Côte d'Ivoire. Un projet qui peut donner éducation de qualité, pertinence, qui emploie la technologie, qui peut être une institution pour les jeunes qui ne peuvent pas accéder peut-être à l'éducation supérieure. D'accéder à l'éducation supérieure. Un institut qui, pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, arrive à point nommé. Cette manifestation augure de perspectives très heureuses pour le secteur de l'enseignement technique, la formation professionnelle et celui de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. De fait, la construction et l'équipement de cette institution universitaire technologique va assurément imprimer une dynamique nouvelle pour la qualification, l'employabilité donc des jeunes. La Côte d'Ivoire est donc reconnaissante au système universitaire Unimito
pour la mise à disposition de ces jeunes, dans un futur très proche, d'une institution universitaire performante dans le domaine de l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. Fruit de la collaboration entre la Colombie et la Côte d'Ivoire, cet institut offrira un enseignement basé sur l'agroécologie, sur les technologies de l'information et de la communication, une coopération sud-sud pour lutter davantage contre le chômage des jeunes et le manque de formation adéquate. Plusieurs quartiers de la commune d'Abobo sont sous les eaux pendant la saison des pluies, une inondation qui cause de nombreux dégâts matériels. Les habitants de ces quartiers ne savent plus à quel saint se vouer, mais la municipalité, elle, dit avoir engagé des travaux d'aménagement pour pallier la situation. Le reportage de Serge Collia. Voici le décor que présente le quartier de Ndotré, route d'Agnaman, dans la commune d'Abobo quand il pleut. S'il pleut seulement la l'eau là, ça reste. Avant, il y avait un passage complètement d'eau ici. Quand il pleut, tout l'eau s'évacue. Et il y a un monsieur qui est venu prendre un terrain ici et il a commencé à envoyer du sable, vous voyez. Et ces sables-là qui ont vraiment bloqué complètement l'eau, inondé les magasins. Nos appareils sont plongés dans l'eau, tout est gâté. Ce que nous on souhaite, c'est de trouver une solution pour qu'on puisse trouver un passage pour l'eau. Ces quartiers qui prennent l'eau de toutes parts en saison pluvieuse, il en existe une trentaine à Abobo. Les opérations de déguerpissement menées dans ces zones à risque ont touché 1349 ménages. 1850 personnes affectées sont répertoriées à la direction technique. Selon les responsables de cette direction, des aides au recasement ont été apportées. Les mesures qui ont été prises au niveau de la commune d'Abobo, n'est-ce pas, ont préservé beaucoup de vies. Pour résoudre le problème, la mairie a engagé des travaux d'assainissement en collaboration avec le ministère en charge de la question. Les bassins d'orage, on a 7 qui sont aménagés. Il y a 3 en voie d'aménagement. Il y a un qui vient de voir son aménagement bouclé, celui de Bokabo. Au niveau d'une autre, il faut dire qu'il y a un projet d'aménagement, de doublement de la voirie qui arrive, qui va se faire très prochainement. Ce sera une grande voie, autoroute de 2 fois 2 voies, n'est-ce pas, qui va passer et qui va prendre en compte la question du drainage, n'est-ce pas, de ce bassin-là. Et c'est à partir de là que la solution définitive, n'est-ce pas, d'inondation de ce bassin va se régler. Nous avons visité le site de monastère Kloueka, un quartier qui par le passé était le lieu d'inondation aux conséquences désastreuses. Avec ces travaux en phase de finition, les populations se sentent beaucoup mieux. Avant l'eau, ça arrivait jusqu'à ce niveau, vous voyez l'escalier. Puis bon, depuis après les travaux, vraiment, c'est pas possible que l'eau arrive vers ce côté-là. Donc il y a eu un peu de changement. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas de la zone de Ndotré où les populations attendent encore. Des populations qui continuent de subir les affres de la nature à la moindre précipitation. RTI Distribution a présenté de nouvelles séries télévisées Made in Côte d'Ivoire à l'ouverture de la 9e édition du Discope à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le marché africain de contenu audiovisuel attire de nombreux acheteurs. Christelle Menant est en Afrique du Sud. Plus de 2000 participants attendus à cette 9e édition du Discope Johannesburg. Ce sont aussi plus de 10 000 heures de programmes disponibles à la vente à ce marché africain de contenu audiovisuel, selon l'organisateur Basic Lead. Dans le catalogue des programmes de RTI Distribution, 4 nouvelles séries coproduites par le groupe. Blog de Meliou Studios. J'ai choisi pour être à la une de mon blog ce charmant petit couple avec lequel on ne s'ennuie jamais. 20-30-40 des sœurs Hamon. La Soraya des émissions et magazines Honé. Oui, c'est moi. Château Rouge de Eric Siri. Votre problème. C'est un Ivoirien. Il m'a aidé à transporter tous les sacs jusqu'ici. Oui, nous sommes tous des immigrés et nous vivons des situations compliquées. Et, dernière nouveauté, Au milieu d'un rêve, coproduite avec la major indienne Zimidia. Last thing I heard from Ikra. His trust is all about risk. Nous diversifions nos partenariats désormais et nous sommes vraiment présents à l'international et pourrons toucher
des cibles de plus en plus vastes, pas uniquement en Afrique mais également dans le reste du monde. Le fait d'avoir des partenaires internationaux permet vraiment d'augmenter le niveau de qualité des productions de la RTI et de pouvoir satisfaire non seulement le public ivoirien mais aussi des publics étrangers. Le niveau se rehausse du point de vue scénario technique. L'opérateur RTI montre un signal qui est un signal important qui structure le secteur. Déjà les thématiques sont d'actualité, c'est intéressant. Et du court extrait qu'on a pu voir, c'est que la qualité technique est plutôt bonne. Je suis ravi du partenariat qu'il y a entre la RTI et TV5 pour cette coproduction. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est ce partenariat avec l'Inde. C'est une première. Mis à part ces 4 projets qui ont été présentés aujourd'hui au Discope Johannesburg, la RTI a en ce moment une quinzaine d'autres projets de séries en cours sur lesquels nous travaillons et sur lesquels nous avancerons en 2017. Pendant 3 jours, producteurs indépendants, distributeurs de contenu et chaînes de télé du monde entier se font la cour avec des programmes toujours plus innovants. La tendance reste au contenu fait par des Africains pour les Africains et au format prêt à l'export. Le Discope, c'est aussi l'occasion de parler du rayonnement et de l'avenir de l'industrie audiovisuelle qui, depuis quelques années, braque ses projecteurs sur l'Afrique. Ce que nous constatons et ce qui nous fait très plaisir, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de producteurs et de distributeurs de contenu produits en Afrique. Et on voit également de plus en plus de transactions entre pays africains, notamment entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, mais en tous les cas des transactions et des signes avant-coureurs du fait que cette croissance va continuer. L'Afrique francophone va aujourd'hui se transformer en une véritable zone de production où il y aura du contenu qui va effectivement nourrir tous ces besoins. Parmi les acteurs du dynamisme croissant de l'audiovisuel africain, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et la Côte d'Ivoire, qui abritent annuellement depuis 2014 le Discope Abidjan. Un marché qui s'annonce déjà comme la plateforme africaine dédiée au contenu audiovisuel francophone. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la 3e édition de l'Agri-Forum à Abidjan, une opportunité pour relever le défi de la transformation des produits. Au cœur de la rencontre, la sécurité alimentaire, les mécanismes qui doivent enclencher une dynamique de croissance soutenue. Nancine Bakayoko, Jean-Jacques Amiala. Concernant la conservation du sol, des ressources en eau, des ressources génétiques et de la biodiversité, ou encore l'aménagement durable des pâturages naturels, les défis sont énormes pour le continent. Pour relever ces défis, la Côte d'Ivoire, à l'ouverture de la 3e édition Africa Agri-Forum, avance 3 grandes priorités. Premièrement, rendre le secteur de la transformation des produits agricoles plus solide et plus inclusif. Deuxièmement, prêter un appui accru dans les domaines importants que sont l'accès au marché et au système agroalimentaire, la gestion durable et la gouvernance des ressources naturelles. Troisièmement, renforcer le partenariat en contribuant au renforcement des capacités des acteurs en s'appuyant sur ces travaux normatifs. Ces priorités représentent également une banque de propositions pour l'ensemble du continent. En fait, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans un esprit de partenariat sud-sud destiné à créer une chaîne de valeurs intégrée. Objectif, promouvoir une politique de transformation tous azimuts des productions. Les opérateurs économiques, les opérateurs agricoles ne cachent pas leur optimisme. Avec l'Agri-Forum, nous pensons avoir des partenaires sûrs pour nous accompagner dans la transformation de nos différentes matières premières, surtout le karité. Ce sont plus de 300 intervenants composés de professionnels et de décideurs publics qui prennent part à cette 3e édition Africa Agri-Forum. L'agriculture est la base du succès de la Côte d'Ivoire. C'est connu, le riz pourrait sortir plusieurs jeunes du chômage. En tout cas, une nouvelle variété de riz est cultivée à Odiéné dans le nord du pays. Il s'agit du Nerika 4. Comme je vous l'ai dit, c'est pour résorber le taux de chômage des jeunes dans cette partie du pays. Le maire de la commune a opté pour cette culture. Je vais y arriver. Le projet pilote a démarré il y a seulement 4 mois, mais les résultats sont positifs. Sylvie Touré. À Odiéné, s'il y a une activité qui a pignon sur rue, c'est bien les taxis-motos. On en voit à tous les carrefours. C'est d'ailleurs l'unique moyen de transport dans la ville. Une activité prisée par la jeunesse. S'il n'y a pas au travail, je ne peux pas rester à la maison. J'ai mon petit famille à la maison, il ne peut pas rester à la maison avec eux. Donc il faut qu'il sorte, il vienne me débrouiller. Pourtant, la région regorge d'énormes potentialités. La terre est généreuse. Le Kabadougou et le Folon possèdent entre 5 000 et 10 000 hectares de bas-fonds et de plaines. Une mine d'or inexploitée.
Ça, c'est 475 000. Mais pour faire le champ là, si tu as fait le champ là, bon, si tu prends 375 000 pour mettre dans le champ là, et si ça ne donne pas, ben, tu veux faire un an pour que ça n'a pas donné. Il faut donc une volonté politique. La municipalité d'Odiéné a initié depuis 4 mois un projet pilote. La culture d'une nouvelle variété de riz, le Nerika 4, qui peut produire jusqu'à 4 à 5 tonnes au lieu de 2 à l'hectare. La commune a voulu faire ce projet témoin pour prouver aux populations et à l'État que nous sommes prêts à les accompagner en tant que collectivité, mais nous avons besoin d'aide. Il faut qu'on nous aide. Notre budget ne peut pas nous permettre d'aller plus loin. Le tiers de la production revient aux riziculteurs et les 2 tiers destinés à la commercialisation. Pour l'écoulement de la production, la mairie a dû procéder à l'ouverture des voies. Plus de 11 km de routes profilées, un ouf de soulagement pour les populations de Massadougou. Au lieu de 10-11 km, on parcourait 20 km. Parce que la route est très mauvaise. La culture du Nerika 4, une première en terre ivoirienne, est un projet PPP, partenariat public-privé. La municipalité s'est offerte les services d'une structure internationale, experte en développement des variétés de riz. Elle apporte son savoir-faire aux paysans, aux côtés de l'ANADER, l'agence d'appui au développement rural. Au niveau de nos enquêtes, qu'est-ce qui en est ressorti? Le producteur était en train d'utiliser une fertilisation qu'il a hérité de la culture du coton qu'il faisait. Et dans la deuxième chose aussi, c'est seulement une variété locale qu'ils étaient en train d'utiliser. Ce qu'il se fait au Sénégal, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, les difficultés vécues au Sénégal, les difficultés que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est pas mal d'expériences que nous avons partagées. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes satisfaits. Pour ce coup d'essai, en 4 mois, ce sont 60 emplois qui ont été créés. Les jeunes y travaillent et ne s'en plaignent pas. On travaille ici, là, ça va. On gagne l'argent même. Le projet touchera davantage de jeunes. La municipalité envisage atteindre la barre des 1000 hectares d'ici à 2020. 20 hectares, 60 jeunes, multipliez ça par 1000 hectares. Et quand vous avez la production de 1000 hectares dans une zone comme ici, ça va de soi que l'industrialisation devient la deuxième étape du projet. Et avec l'industrialisation, c'est encore de l'emploi dans les usines. Après ça, ça va vous créer des grands pôles de commerçants. Donc vous allez avoir des grossistes, des demi-grossistes et des détaillants. Donc je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne sur ce projet-là. Trouver des emplois pour les jeunes, c'est le pari de la mairie d'Odiéné. Mais bien plus, contribuer à l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire. Le pays importe environ 250 milliards de francs CFA de riz, soit un quart de ses achats de produits alimentaires de base. L'équivalent de 20% du budget national en 2015. Les sites d'accueil des 8e Jeux de la francophonie seront livrés dans les délais. L'assurance a été donnée par le ministre Begré Mambé qui a visité ces sites aujourd'hui même. Sachez que dans 8 mois, exactement du 21 au 30 juillet 2017, plus de 4000 athlètes vont participer à ces Jeux de la francophonie ici même à Abidjan, Issaïo. Village des Jeux de la francophonie à Marcory. 17 hectares abriteront une salle d'études, des gymnases et des dortoirs. La piste d'entraînement sera aménagée. Les travaux sont avancés comme ici, au canal au bois à Trècheville. Ce site va accueillir les marionnettes géantes et les concours de danse. L'opérateur a aussi donné des assurances pour le stade Champour de Marcory et le palais des sports de Trècheville. Ces 2 infrastructures vont abriter la quasi-totalité des sports de mai. La consolidation du mini-stade couvert se concrétise également. Dernière étape de la visite, le stade Félix Houphouët-Boigny, lieu de la cérémonie d'ouverture des 8e Jeux. Nous sommes venus constater l'évolution du chantier et je puis vous dire que conformément au plan de charge et au planning qui ont été établis, l'entreprise est dans les délais stricts et la qualité des travaux ainsi que les délais nous donnent satisfaction. Le ministre Mambé a considéré qu'il fallait donc associer à cette construction du site le transport. Et pour cela, nous avons donc accéléré la commande des bateaux et d'ici mi-décembre, les premiers bateaux devraient arriver
Le ministre Robert Begrumambe exhorte ses collaborateurs et les opérateurs en charge des travaux à garder cette constante dans la rigueur et la vigilance. Au Royaume-Uni, la Haute Cour de justice de Londres exige que la sortie de l'Union européenne soit entérinée par un vote au Parlement. Cette dernière examinera ce recours entre le 5 et le 8 décembre prochain. Le gouvernement britannique est déçu par le jugement de la Cour. Le pays a voté pour quitter l'Union européenne lors d'un référendum approuvé par le Parlement et le gouvernement est déterminé à respecter le résultat du référendum. Fin de ce journal, portez-vous bien.